Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert, je suis négociateur professionnel. Mon métier, c'est d'accompagner, former, assister des entreprises et organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pourparler, le podcast de la négociation. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier pour un meilleur futur professionnel et personnel. Aujourd'hui, j'ai l'immense chance et honneur d'avoir comme invité Christophe Coppen. Bonjour Christophe, comment tu vas? Bonjour Julien, très bien, je te remercie. Écoute, je suis extrêmement ravi de t'avoir. En plus, je t'avais partagé cette anecdote il y a pas très longtemps, il y a peut-être 7-8 ans, quand j'étais à la Sorbonne, que j'avais un peu de temps à tuer, je m'étais retrouvé un peu perdu au sein de Gilbert Joseph, qui est un libraire, et un des premiers livres, plus de 8 ans, que j'avais acheté, c'était Négociateur au raid. Et c'est le livre que tu avais écrit et ça m'avait donné extrêmement envie d'aller plus loin. Donc c'est un vrai plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, Christophe, s'il te plaît? Bien sûr. Juste une petite anecdote sur Négociateur au raid. Je l'ai écrit alors que j'étais donc commandant au raid, l'unité d'élite de la police nationale. Je l'ai écrit parce qu'il n'y avait pas de manuel en français sur comment négocier avec des types en crise. Tout à fait. Donc, j'ai trouvé que c'était super intéressant, en fait, pour tous les négociateurs de la police, qu'ils aient à leur disposition donc un ouvrage en français avec de l'expérience, etc. Et voilà, et j'ai eu la chance d'avoir une autorisation de l'administration. Il a fallu quand même que je donne le synopsis, tu vois, et qu'on me dise ça oui, ça non. Enfin voilà, mais quand même une grande liberté malgré tout là-dessus. Génial. Donc j'ai de nombreuses années de police, 13 ans passés en police judiciaire, en groupe de répression du banditisme et groupe criminel. Là, j'ai appris l'humain et comment discuter avec des gens qui allaient prendre peut-être 20 ans de prison derrière, etc. Donc une très très bonne expérience en matière de communication et déjà une forme de communication également d'influence, puisque arriver à obtenir des aveux, ça se fait jamais par la force, hein, vous l'avez compris, mais c'est toujours quelque chose qui est à forte valeur ajoutée, parce que à partir du moment où c'est quelqu'un qui spontanément en fait nous apporte des éléments et se dit en se résignant, bon ben ma foi, ça y est, j'abats les cartes. Eh bien, à ce moment-là, on a de grandes chances d'avoir une enquête qui est bien construite et un magistrat qui peut bien juger derrière et quelqu'un qui est jugé également pour rendre des comptes à la hauteur réelle en fait de ce qu'il a commis, avec des indulgences possibles quand eh bien les gens s'expliquent, etc., etc. Donc 13 ans en police judiciaire et puis ensuite donc 12 ans, quasiment 12 ans au raid. 11 ans et demi exactement, et un boulot passionnant, parce que quand j'arrive dans cette unité, donc c'est un acronyme qui signifie recherche, assistance, intervention, dissuasion, il y a aujourd'hui 500 personnes donc qui sont au raid, avec à peu près 250 qui sont sur le raid central, Bièvre, Essonne, juste en face de la base aérienne de Villacoublay, et puis tous les autres sont dans des unités déconcentrées qui sont avec des super professionnels et avec des négociateurs à l'intérieur, des négociateurs que l'on a tous formés au RAID, puisque j'ai eu le plaisir de commander la partie gestion de crise et négociation et de monter un Bac+5 reconnu au répertoire national de certification professionnelle, un véritable métier de négociateur de crise, avec un passage par l'ensemble des sciences humaines. Globalement, rien n'était impossible, c'est ça qui était passionnant, parce que quand il a fallu bâtir le cursus, eh bien, on pouvait aller frapper à toutes les portes. Il n'y avait pas de tabou dans quelque domaine que ce soit. Et bien sûr, beaucoup de choses faisaient partie de la psychologie, de la psychiatrie, de la socio, etc. Il a fallu que je parte notamment à la fac de médecine pour faire de l'expertise mentale. On a beaucoup comparé nos techniques également et beaucoup échangé avec des collègues étrangers qui avaient des systèmes qui étaient déjà très performants en matière de négociation. Et puis au final, on a fait un outil très très efficace, puisqu'on avait 80% de taux de résolution par la négociation. Alors qu'au début, c'était beaucoup moins. Vous étiez quoi, à 50? Non. Ah, au début, quand on est arrivé, l'ambition, c'était 20% à peu près. Ah oui. Ouais, donc pourquoi? Parce que tu arrives en dernière intention opérationnelle, donc, et ça intéresse notre sujet, on ne peut pas créer de la confiance. Quand tu as quelqu'un qui, pendant 4 heures, un primo-intervenant, a discuté avec toi, il t'a menti, t'a raconté des histoires, il t'a promis la lune, et puis au final, ça marche pas. Tu te doutes bien que quand tu as un négociateur de crise qui arrive derrière et qui appartient au RAID,
C'est pas parce qu'il est en tenue noire ou qu'il appartient au raid que la résolution se fait. Elle se fait vraiment parce que réellement il y a de la technicité pour pouvoir influencer les règles. Alors on va y arriver sur cette partie-là, mais moi je trouve que ton parcours pour le coup il est génial parce que t'es un vrai passionné de la négociation au-delà du poste que tu avais. Dans la notion police et négociation, pour moi il y a ceux qui imaginent, il y a ceux qui s'en souviennent, et toi t'es clairement, pas pour dire les choses crûment, mais t'es le taulier de la négo au niveau police. T'as pas été le premier à arriver sur cette cellule, mais t'es celui qui a tout structuré, qui a donné toutes les bases et qui a vraiment structuré ce métier avec de la méthodologie de négo. Donc, c'est pour ça que ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir, parce que je sais que t'es en plus un très fin technicien, et on peut être bon technicien et pas forcément d'un point de vue théorique aussi très aguerri, mais pour le coup t'as vraiment les deux. Donc vraiment un gros plaisir d'échanger avec toi. Et effectivement, on a pris un angle qui est l'angle de la confiance. Alors je me dis c'est pas forcément évident parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est quoi déjà la confiance et comment est-ce que toi tu l'appliques dans ton univers? Parce que d'une certaine manière, le raid, vous n'êtes pas primo-intervenant, vous avez déjà des gens qui sont arrivés sur place, qui ont sûrement demandé au forcené ou à la personne qui est retranchée de sortir. Comment est-ce qu'on recrée ce lien? Comment est-ce qu'on arrive, à travers des outils pacifiques, à une solution pacifique? En fait, la confiance, c'est une espérance. Une espérance qui fait que on va oser en fait se fier à une personne ou alors à un process ou alors à une chose, ok, une organisation avec une relative sécurité ou un relatif sentiment de sécurité et donc on va quelque part s'abandonner un peu. Oui. Quand on est en confiance, il y a une notion d'abandon, littéralement. C'est pour ça que beaucoup de gens, dès le départ, quand tu leur parles de la confiance, te disent « Mais moi, tu vois, spontanément, je fais confiance, mais il faut pas la trahir. » Ils ont raison. Oui. Ils ont raison. Tout simplement parce que le seul moyen réellement d'éprouver la confiance que l'on peut faire à quelqu'un ou à un système, etc., c'est qu'au fond, on essaye, on voit si ça marche. Et si ça marche pas, à ce moment-là, c'est fini. Ah, c'est terminé. La confiance est rompue. Donc ce sentiment et cette espérance ferme, beaucoup de gens se trompent en croyant que c'est de la naïveté. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. C'est un parti pris que l'on prend, c'est un risque que l'on prend, c'est une option également que l'on privilégie plutôt qu'une autre, de se dire eh bien voilà, je vais voir au fond si ça valait le coup. Ouais, mais c'est une énorme responsabilité pour celui à qui on accorde notre confiance. Énorme. Et très honnêtement, mon expérience humaine, là je parle, Julien, c'est que dans près de 70% des cas, on est déçu. Ah, d'accord. Les gens trahissent la confiance. Oui, parce qu'ils confondent la gentillesse avec de la faiblesse, ils confondent la confiance avec de la possibilité d'abuser, etc., etc. C'est terrible, hein. La nature humaine, et il y a des moments où on se dit les gens sont des crétins. Ils ont un trésor entre les mains quand on leur fait confiance, un trésor entre les mains, et ils vont le gâcher. Ils vont le gâcher. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je ne sais pas si tu iras sur une question là-dessus, mais c'est pour ça qu'au RAID, il était très important en fait que l'on arrive à ne pas trahir la personne qui est en face. Alors, oui, c'est la notion de mensonge, de réputation pour vous. Je sais que c'est une sacro-sainte règle chez vous, mais aussi dans le business pour moi, ne jamais mentir. Alors, les gens seraient surpris parce qu'ils diraient que la seule opportunité de t'avoir en face de toi, en dehors de t'inviter à un déjeuner, c'est de braquer une banque. Mais il y a de grandes chances que je te croise qu'une fois. Et je sais ta réponse, c'est pas forcément qu'une fois. Explique-nous pourquoi. Tu vois, typiquement, quand j'étais en police judiciaire, j'avais ce que l'on appelle des criminels d'habitude, c'est-à-dire des gens, ils faisaient des petits séjours de 6 mois en prison, ils ressortaient, ils rebraquaient, ils refaisaient 6-8 mois en prison, etc. Donc quand ça se passe bien la première fois avec toi, ça se passera bien les autres fois, tout simplement parce que il y a des gens qui sont dans une problématique de l'avoir, c'est-à-dire obtenir de l'argent, etc. Puis il y a des gens qui sont dans une problématique de l'être. C'est des braqueurs, mais ce qu'ils aiment, eux, c'est l'adrénaline, c'est braquer des banques. Donc, ils aiment bien avoir un mec super correct en face quand il faut passer à la casserole, tu vois. Voilà. Donc, il y a ça, c'est le premier aspect.
Et le deuxième, au niveau du RAID, c'est que on ne savait jamais, notamment quand il y avait des aspects de psychiatrie qui étaient en ligne de compte, on ne savait jamais si on n'allait pas retrouver quelque temps après, en fait, la personne qui était sortie de l'hôpital psychiatrique, sortie des soins et qui recommençait parce qu'il était à nouveau en rupture de traitement, par exemple, à nouveau recommencer un acte malheureux. Oui, puis j'imagine que même quand après il se fait appréhender et qu'il arrive en prison, enfin ça parle et que en fonction de comment ça s'est passé dans la négo, ça se sait là-dessus. Ah, tu as raison. Tu as raison, c'est capital. Une des choses que l'on a vraiment verrouillé lorsque j'ai monté avec les collègues du FBI en 2000 l'INWG, International Negotiation Work Group, on était une quinzaine de pays. Ce que l'on a mis en premier sur la table, tous les chefs de groupe négo que nous étions de différents pays, on a tous mis sur la table le fait que trahir une fois, c'était en fait discréditer l'ensemble des négociateurs partout. Donc, il fallait absolument que l'on reste sur quelque chose de correct, parce qu'on obtient du résultat, même si on ne ment pas. On obtient. On peut faire du one-shot, c'est une décision, mais en revanche, c'est du one-shot. Oui, puis en plus, toi, quand tu agis sous le nom du RAID, tu portes la marque RAID, comme quelqu'un de Coca-Cola porterait la marque Coca-Cola, et même 15 ans après, si tu n'es plus dans l'unité, le RAID, ça reste le RAID, et la personne qui est reconfrontée soit au RAID, soit à l'antenne RAID, pour lui, c'est la même chose. C'est des gens qui sont cagoulés en noir avec un négociateur, et il sait à quoi s'attendre. Oui. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation, anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. Ça c'est vraiment intéressant. J'aime bien ta notion d'espérance, de prise de risque dans la confiance. Et tu me dis, moi de mon retour d'expérience sur tout ce que j'ai fait, parce que c'est plus de 300 crises, je pense au RAID, et puis 5 entreprises aujourd'hui, parce que tu es chef d'entreprise, Christian. 7. Voilà. J'ai arrêté de compter, c'est plus du moins. 70... Et tout active. Parce qu'il y en a beaucoup qui créent des entreprises, mais qui les ferment derrière. Oui, 7 actives, oui, complètement intéressant. 70%, c'est 2 fois sur 3, où la confiance, c'est quoi? Tu la regrettes, elle a été trahie, mais dans ce cas-là, est-ce que le 1 fois sur 3 crée suffisamment de valeur pour, dans la balance, contrebalancer ces 2 déceptions sur 3? Ouais. Tu vois la question? Alors, je modère avec quand même une précision, Julien. C'est que beaucoup de gens vont jouer le jeu, c'est-à-dire être correct à partir du moment où tu leur accorde ta confiance, ok. Par exemple, tu leur laisses de la liberté, tu leur laisses s'organiser comme ils veulent, tu les laisses avec des moyens sans contrôler réellement ce qu'ils font, en te disant bon, ils sont bons garçons, moi je n'abuserai pas et eux vont pas en abuser. Au début, ça marche. Okay. Et puis au bout d'un moment, la nature humaine, profiteuse, opportuniste, égoïste, va reprendre le dessus, et là, à ce moment-là, ça dérape. Donc, au final, on a un résultat qui est pas très brillant sur la confiance, tout simplement parce que plus le temps avance, plus les paramètres changent. Ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a un contexte qui, parfois, te met des bonnes dispositions pour de la confiance. Tout à fait. Par exemple, quand tu as un nouveau collaborateur qui est très épris de liberté et que tu lui dis, écoute, tu t'organises comme tu veux, tu fais le temps que tu veux, je me fous de savoir si tu bosses à minuit, mais par contre, fais le boulot, quoi. Mais il est super content. Puis un jour, il se marie, et puis un jour, il a la préoccupation de refaire une maison plutôt que de bosser, etc., etc. Et là, le contexte change, et puis le temps fait évoluer tout ça. Et donc à ce moment-là, c'est là que l'on se dit, quel dommage
Quel dommage, parce que alors que moi je suis toujours quelqu'un qui respecte cette notion de confiance. Quand on m'accorde de la confiance, il est hors de question de la trahir, tout simplement parce que réellement, foncièrement, c'est un cadeau. C'est un cadeau que te fait la personne qui t'accorde sa confiance. Et donc, c'est un petit trésor. Et quand tu l'as, eh ben, c'est une chance. Et quand tu as cette chance, eh ben, justement, elle répond logiquement à tout un tas de moteurs cognitifs que l'on a en nous. Et je pense que c'est la chose la plus précieuse, ou tout du moins, ça devient un devoir vis-à-vis de l'autre. Or, Totalement. ce n'est pas le cas. Et alors, tu vois, la très grande difficulté, quand on est, alors aujourd'hui avec des chefs d'entreprise ou des équipes de direction ou des concurrents ou autres, etc., et que on fait de l'assistance opérationnelle, ou quand j'étais au RAID, voilà, ou quand même j'étais à la crime, la très grande difficulté, c'est que on est estampillé. On est estampillé comme quelqu'un en qui on ne peut pas forcément faire confiance. Et donc tout le travail du début, c'est un travail en fait où on va s'acculturer à l'autre, où on va chercher en fait à créer du lien. On va s'adopter d'une certaine manière, tu vois. On va s'adopter littéralement. Ouais, c'est génial, c'est intéressant. De ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que en fait cette confiance qui est un don, dans une temporalité trop longue, elle peut devenir un dû et l'autre ne le voit plus comme un cadeau. Et d'une certaine manière, peut passer à côté, peut sortir du cadre. Ce qui fait que cette confiance, on doit l'entretenir, en tout cas, on doit veiller à ce qu'elle soit toujours considérée comme un échange, une réciprocité, un échange de dons à l'autre. Et j'aimais beaucoup cette notion de prise de risque parce que c'est vraiment comme ça en plus que je l'ai défini. Je crois que c'est le travail de Valérie Neveu qui dit que la confiance, c'est un sentiment de vulnérabilité et d'interdépendance à l'autre. C'est-à-dire que quand je fais confiance, je me mets vulnérable et interdépendant. Et ce qui fait que quand j'accompagne des équipes de management, généralement, la confiance, c'est le credo qui sont écrits sur leur porte, mais dès que tu les fais éprouver la confiance, ils sont pas à l'aise et ils la donnent pas comme ça. Parce qu'ils sentent que faire confiance, c'est que je m'en remets à l'autre. C'est de l'espérance dans ce que l'autre va faire. Je trouve que c'est génial. Alors, comment est-ce que face à un public où il y a une absence de confiance ou peut-être même de la méfiance, parce que quand tu arrives estampillé cagoule en noir et raide, on se dit non, je peux pas lui faire confiance parce que son seul objectif c'est de m'appréhender et puis moi mon seul objectif c'est de sortir. C'est quoi les leviers que tu utilisais quand tu étais dans cette unité pour créer cette dynamique de confiance? Ça passe par la première impression, ça passe par quoi? Alors, la première des choses que l'on doit faire, c'est une petite réflexion sur qu'est-ce qui créerait de la défiance ou de la méfiance. Parce que ça nous permet, notre cerveau est ainsi fait, tu le sais bien, tu es un vrai spécialiste toi, du cerveau, et tu sais que on recherche toujours en fait ce qui peut potentiellement être un risque pour nous. Donc c'est Jean Delumeau, le professeur au Collège de France, qui disait, avec un petit oxymore, c'est notre pire ami. La peur est notre pire ami. C'est intéressant parce que, en effet, si on n'avait pas eu peur, on serait pas là aujourd'hui. Donc on n'aurait pas survécu à tous les dangers qui sont autour de nous, etc. Donc la première intention du cerveau, c'est la peur. C'est où est le risque? Où est le danger? Tout à fait d'accord. Très bien. Génial. Et donc, à partir de ce moment-là, je sais que je peux facilement, alors que je suis dans une situation où je cherche à créer de la confiance, donc du positif, je sais que mon cerveau va très facilement, en revanche, lister des choses qui pourraient créer de la défiance. Dire blanc, faire noir, ne pas respecter la parole, ne pas laisser d'espace pour que la personne s'exprime, ne pas lui laisser de liberté dans le choix, utiliser un vocabulaire qu'elle ne comprend pas, utiliser également de l'ironie, se moquer, etc., etc. Et donc on est capable de faire une liste incroyable de choses qui pourraient créer de la défiance vis-à-vis de notre interlocuteur. Eh bien, j'aime bien cette image qu'on tire un trait au milieu de la page et on regarde l'inverse de tout ça. Je n'accorde pas de temps, j'accorde du temps. J'ironise, je reste totalement neutre, même quand la situation est plutôt grotesque. Je n'utilise pas un vocabulaire accessible, je dégrade comme volontairement ma technicité de manière à pouvoir être intelligible pour tous, etc., etc. Et dans cette nouvelle liste, en fait, qui est créée, j'ai plein d'idées. Alors, c'est pas une recette miracle, mais j'ai plein d'idées sur des choses intéressantes à faire pour pouvoir justement me dire, tiens, avec cet interlocuteur-là, par exemple, la notion de liberté est super importante pour lui. Ou alors, cet interlocuteur-là, par exemple,
il est de nationalité étrangère, il maîtrise pas super bien le français, mais il fait cet effort, vraiment pour moi, de parler en français avec moi. Il faut que je sois basique, simple, qu'il n'ait pas de difficulté là-dessus. J'ai pas à essayer donc de briller avec du vocabulaire, une sémantique incroyable. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Ouais. Je cherche ce qui pourrait créer justement des obstacles à la confiance. En fait, ce que tu essaies de faire, c'est passer la barrière du reptilien qui pourrait percevoir la différence comme un danger, et cette notion de peur, pour que il puisse totalement écouter ton message et te mettre créer de la relation avec lui. Ouais. Génial. Deuxième chose, on a un problème en France. C'est qu'on n'a qu'un seul mot. Tu regardes les Anglais, trust, confidence. Ouais. Trust, c'est j'ai confiance dans mon matériel, j'ai confiance dans mon entreprise, ok, j'ai confiance dans mon organisation. Trust. Confidence, j'ai confiance en moi. J'ai la conviction, j'ai la certitude que, etc. Mais nous, on a tout mis en fait dans un espèce de pot pourri, et le terme est vraiment bien choisi, tu vois, sans être lacanien. Là, on est complètement dans le sujet. C'est-à-dire que ça nous fait ça nous crée toutes les ambiguïtés possibles, ce truc-là. On demande trop de choses à la confiance. La confiance, c'est une progression et c'est pas un résultat. Et c'est affreux parce que on l'interprète comme un résultat. On dit je veux créer de la confiance. Je veux qu'il ait confiance en moi, ou je veux avoir confiance en lui. C'est-à-dire, on cherche un résultat. Mais en fait, c'est une progression. Il faudrait être que dans une logique de progression. D'accord. Si je dégrade mon vocabulaire de manière à ce qu'il comprenne, alors qu'il est de nationalité étrangère, j'aide. Il sera peut-être pas d'accord avec moi. Je n'arriverai peut-être pas à créer de la confiance. Mais c'est une étape. C'est une petite étape sur le chemin de la confiance. Et si je réfléchis progression plutôt que résultat, je suis gagnant. Au final, je suis gagnant. Pourquoi ? Parce que justement, la facilité qu'il aura eu en fait à interagir avec moi aura mis en place des critères de confiance dès lors que je ne commets pas certaines erreurs. Moi, j'ai deux acronymes, si tu veux, qui sont complètement sur la confiance. Un premier, c'est AMA, ou MASA, comme on le tourne comme on veut, etc. Le premier A, c'est celui des autorités. Ok. Autorité. Pourquoi ? Parce que je dois avoir confiance dans mes autorités et mes autorités doivent avoir confiance en moi. Ça veut dire que on doit me laisser des responsabilités et je dois assumer pleinement ces responsabilités. Pour que mon chef ait confiance en moi, il faut qu'il me laisse la possibilité de lui montrer qu'il avait raison, qu'il pouvait le faire. C'est le mandat ? C'est le mandat, par exemple, ouais. Okay. Ou ouais, c'est le mandat. C'est le champ des possibles dans la négo. Ok. Tout à fait. C'est également, toujours sur la notion d'autorité, c'est le courage. Le courage managérial. Je n'ai confiance en un chef que si ce chef est exemplaire, courageux, s'il montre la voie, s'il est avec une vision pour le futur, etc. S'il nous donne les moyens, s'il est dans l'injonction paradoxale à longueur de temps, faites mieux avec moins, ok, quelle confiance je vais pouvoir lui accorder ? Rien du tout. Mais on se rend pas compte les erreurs qu'on commet en termes de management avec ce genre de choses, c'est affreux. Ensuite, la justice. La justice, et j'ai même envie de dire la reconnaissance. Combien de fois on a été remercié pour ce que l'on faisait ? Les gens sont tellement jaloux, blessés dans leur ego de ne pas avoir eu l'idée eux-mêmes, etc., etc. Tu passes ton temps, en fait, à avoir des gens qui essayent de saboter ton travail parce qu'ils n'ont pas eu, justement, l'intelligence ou les capacités, justement, pour mettre ces choses en place. Donc ça, c'est les autorités. Il faut vraiment, pour avoir de la confiance, que ce régime particulier avec les autorités puisse être complètement en place. Ensuite, le M, c'est pour matériel. Alors, matériel et process. Il y a les deux, en fait. Matériel, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, le nombre d'entreprises ou de dirigeants que je croise et qui me disent qu'ils ont des reportings qui ne leur servent plus à rien, et ils passent des jours et des jours à discuter de reporting qui ne servent à rien. Et ils ont des N-1, N-2, etc., qui passent leur temps à leur faire ces reportings-là, au lieu de bosser. Au lieu de produire. Et c'est une catastrophe. Et donc, à partir du moment où les process ou le matériel n'est pas adapté, en fait,
et que l'on ne peut pas avoir confiance, c'est comme si je voulais partir faire de l'escalade avec une corde qui serait élimée. Ouais. Je me dirais, je peux pas avoir confiance dans ce matos. Ben, c'est la même chose avec un KPI qui est pas bon et qui sert à rien et qui fait faire des reportings où personne ne comprend rien. Ça peut être le produit vendu aussi. Je vends un produit et je suis pas persuadé que ce produit performe ou apporte la valeur que je souhaiterais dans ce que tu mets dans le matériel. Bah, logiquement, si je mets un produit sur la table, si je suis quelqu'un de correct, si je mets un produit sur la table, c'est que foncièrement, je pense qu'il a une utilité et qu'il va rendre des services. C'est peut-être pas le meilleur produit du monde, mais il me semble que je suis honnête dans ma démarche. Si je suis honnête, intègre dans ma démarche, là, à ce moment-là, bien sûr, il y aura toujours des gens qui diront il y a mieux, il y a mieux à côté, il y a moins cher, il y a ceci, il y a cela. Mais je pensais bien faire. Ok. Je suis sincère dans la démarche. Et donc, à ce moment-là, on peut me faire confiance parce que je suis quelqu'un de sérieux. Ouais, c'est l'intention qui est louable. L'intention qui est noble. C'est l'intention, okay. qui est importante. Okay. Donc, autorité, matériel ou process. L'autre A, c'est les autres. Les autres, c'est-à-dire ceux avec qui je bosse, quoi. Ou mes partenaires, ou mes clients, ou tout ça, ou mon preneur d'otages, etc. J'ai besoin en fait qu'ils aient confiance en moi, et ça reprend tout ce que l'on disait avant. Alors je laisse de côté les preneurs d'otages, mais par exemple mes collègues, il faut que je fasse de la cohésion avec eux. Il faut que je vive des moments. Pourquoi est-ce que l'on a confiance dans une équipe quand j'étais en police judiciaire, on travaillait par petites équipes d'une dizaine de mecs, tu vois. Et donc, quand tu étais derrière des braqueurs de banque et que tu allais les faire en flag, des fois, on était 3 dans une voiture, très très loin de l'objectif, et on allait interpeller. Mais il faut pas que tu aies de doute sur le collègue à côté. Il faut pas que tu aies de doute sur le fait qu'il va sortir le calibre et qu'il sauvera ta peau si jamais ça se passe. Au raid, c'était la même chose. Moi, je veux bien aller à la porte et puis prendre des risques avec un type qui ouvre la porte et qui a le fusil qui est mis en face des yeux, mais à condition que j'ai tout le groupe d'assaut qui me sauvera la vie, ou le sniper qui me sauvera la vie si jamais il se rend compte que le gars va tirer. Donc, cette nécessité, en fait, de participer, de faire plein de choses avec les autres, de se connaître à travers le sport, à travers des relations sociales, etc., à travers des petites chouilles, hein, des sorties, c'est très très important. Et le dernier élément, le S, c'est pour soi. La confiance en soi. C'est la partie de confidence que tu appelais tout à l'heure confidence. Ouais, c'est le confidence. Et trop souvent, on est toujours en train de regarder ce que l'on fait mal, on culpabilise, etc. On regrette, voilà. Mais non, soyons indulgents. Par contre, cherchons à toujours nous améliorer. C'est super important. C'est pour ça qu'il faut débriefer, il faut faire de l'apprentissage, il faut écouter ce que nous disent les autres, il faut pas se braquer sur une posture, etc. Mais la confiance en soi, elle s'acquiert aussi par le fait de regarder ce qui est positif. Complètement. Quand, en tant que commandant dans une unité d'intervention, ce qu'on te demande, quel que soit le poste que tu occupes, à partir du moment où tu as des galons sur l'épaule, c'est que tu redonnes confiance aux autres parce que tu as de la confiance en toi. Si on te voit tremblant, terrorisé par la situation, les gars, ils vont pas avoir confiance du tout, tu vois, pour monter au charbon. Donc, il faut bien que on assume la part de risque, etc. Et donc qu'on regarde ce qui est positif avant tout. Donc ça, c'est le premier acronyme, AMA ou. C'est vraiment très fort. Donc il y a toute une principe de confiance dans l'autorité, dans le mandat. On a vu la confiance dans le matériel et dans le process qui nous permet de délivrer la mission, la confiance dans le collectif et dans l'équipe, et la confiance en soi qui permet de nous dépasser sur ces moments de vérité d'une certaine manière. Complètement, et regarder ce qui est positif. Et regarder vraiment ce qui est positif. La positive attitude, c'est incroyable. Moi, je suis quelqu'un qui est très positif, et je pense que c'est pour ça également que je suis très créatif. Oui. Parce que à partir du moment où on a de la détermination et la volonté de faire, on peut faire des choses. Oui, tu vois. Donc c'est un état d'esprit, voilà. mais là, ce que tu dis, c'est presque une discipline de vie. C'est au-delà de la motivation. C'est cette discipline de. Tout à l'heure, t'as évoqué succinctement la notion de retour d'expérience pour capitaliser de ses succès ou de ses échecs. Mais ça participe aussi à travailler sa confiance ou son estime de soi. Ouais.
Ah oui, oui, complètement. C'est sûr que si on faisait, par exemple, que des débriefings d'affaires catastrophiques, on n'aurait peut-être pas beaucoup, justement, de confiance en nous. Mais quand on se donne la peine de débriefer toutes les affaires, dont, bien évidemment, celles qui sont positives, on se dit, tiens, tu vois, là, on a eu un peu de chance. Mais quand même, quand tu regardes bien, c'est pas que de la chance. On a été malin sur ce truc-là. Tu vois, on a su prendre le bon angle, on a su se taire au bon moment, etc., etc. Ouais, c'est génial. Voilà. Donc ça, c'est le premier acronyme. Et le deuxième, c'est vraiment un outil au service de tout le monde. C'est un outil quasi universel. D'accord. Bienveillance, intégrité, capacité. La bienveillance, c'est je vous veux du bien. À partir du moment où on veut du bien à quelqu'un, il y a forcément ce processus de réciprocité qui s'installe. Et qu'on le veuille ou non, quelqu'un qui nous veut du bien, on a du mal quand même à montrer notre plus mauvais visage à son encontre. Donc, c'est un formidable outil pour créer de la confiance, la bienveillance. Dedans, je mets plein de choses, tu vois. Je mets, par exemple, le respect, l'écoute, l'empathie. Toutes ces choses-là, en fait, c'est de la bienveillance. Quand je me donne la peine d'écouter, je suis à contresens là, véritablement aujourd'hui avec le podcast et dans notre discussion, je suis dans l'inverse en fait de ce que je fais d'habitude. Je suis avant tout quelqu'un qui écoute. Un bon négociateur écoute vachement. Pourquoi? Parce qu'il apprend tout de la stratégie de l'autre, il apprend tout de la vie de l'autre. Ok? Donc cette formidable qualité que l'on retrouvait d'ailleurs sur notre badge d'épaule au RAID, qui était donc l'écoute est votre arme. C'était notre psychologue Christophe Baroche qui avait trouvé à juste titre d'ailleurs la nécessité de mettre cette devise. Eh bien, c'est dire la force en fait qu'il y avait là-dedans. Donc, ok, l'écoute est notre arme, en effet, dans la bienveillance, offrir de l'écoute, alors que les gens sont tellement en souffrance de se raconter, on le voit, les gens passent leur temps à faire des selfies, à mettre leur vie sur les réseaux sociaux, etc. Ils sont en mal, littéralement, de lien social. Ils sont en mal de narcissisation. Bon, ben, quand on écoute, on leur donne cette possibilité-là. C'est très bien. Ensuite, le respect. J'ai une seule question par rapport à ça, parce que je trouve que c'est génial ce que tu viens de dire sur la bienveillance, respect, écoute, empathie. Maintenant, question tricky. Je comprends intellectuellement ce que tu viens de me dire, mais si je suis face à quelqu'un qui a commis l'irréparable dans ton métier, ou face à un patron qui m'insupporte, comment est-ce que je peux faire preuve de bienveillance, de respect, d'écoute et d'empathie, alors que j'ai qu'une envie peut-être, c'est pas de négocier, c'est de lui mettre mon poing dans la figure. Ouah, attends, bouge pas. Psychiatrie de l'adulte. Alors, si j'ai un patron qui est insupportable en face de moi et que j'ai envie de lui mettre mon coup de poing dans la figure, ben, ça veut dire que je suis peut-être pas fait pour la négociation. Okay. C'est-à-dire que je suis capable de savoir que dans le comportement du bonhomme, il a tellement de fragilité qu'il est sans arrêt en train d'être à contresens de tout ce qu'il faut faire. Okay. Il fait l'inverse, mais pourquoi? Il est lisible comme tout. Enfin, tu vois, quand tu as fait un petit peu de psychiatrie, tu sais ce que c'est que le narcissisme, la perversité, tu vois, l'égocentrisme, etc., etc. Tu sais où ça se situe, ces choses-là. Les gens qui ont des complexes de supériorité ou d'infériorité, etc., ceux qui sont passifs dépendants, ceux qui sont king of the castle, etc. Toutes ces choses-là, tu les connais. Donc à partir du moment où j'ai quelqu'un en face, comme ça, en face de moi, bah, si tu veux, je me dis c'est un sujet d'étude. Donc super intéressant. Prise de hauteur, donc ce que tu dis. Prise de hauteur. Donc c'est à moi de ne pas dysfonctionner avec ce genre de personnage. Donc comment est-ce que l'on doit prendre ce genre de personnage pour que justement, challenge, ok, tout d'un coup, j'arrive à obtenir du résultat avec lui. Ok. C'est top. Ensuite, mon preneur d'otage. Parce que c'était ça la question de départ. Comment on fait pour créer une situation où le preneur d'otage, donc, on va essayer de créer de la confiance avec lui. Il faut bien voir une chose, c'est que les primos intervenants qui sont intervenus justement ont cherché à obtenir la résolution pacifique. Donc, ils ont cherché à faire poser le fusil et à libérer les otages. Ce qui est louable. C'est logique. C'est louable. Oui, sauf que ça, c'est leur préoccupation à eux. Oui. C'est leur objectif à eux. Et c'est pas l'objectif du mec.
L'objectif du gars, c'est il veut que l'on trouve une solution parce qu'il a perdu la garde de ses gosses, parce que il va être expulsé de chez lui, parce que sa femme s'est barrée avec son meilleur copain, il comprend pas, parce que son meilleur copain c'est un loser, etc., etc. Et donc il est quand même pas moins bien que lui, etc., etc. C'est ça en fait sa problématique. Et donc à partir du moment où tu vois la bienveillance, elle vient vraiment se situer à ce niveau-là. Je me fous complètement qu'il garde son fusil. Je me moque qu'il garde son otage. Si ça le rassure d'avoir quelqu'un, tu vois, eh ben qu'il le garde. Très bien, ok, super. Par contre, pourquoi on en est là aujourd'hui, quoi? Qu'est-ce qui a dysfonctionné pour qu'on en soit là aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu n'as pas été chercher, toi qui prends des gens en otage maintenant? Qu'est-ce que tu n'as pas été chercher, en fait, pour résoudre tes problèmes? Et en quoi, du coup, je peux peut-être aider? Je peux peut-être être utile. Et là, à ce moment-là, c'est intéressant. Si je comprends ce que tu dis, c'est pour cette notion de bienveillance, c'est s'intéresser à l'autre, c'est l'écouter, c'est chercher à solutionner son problème avant de solutionner son problème à soi. Oui. Et qu'en fait, tout à l'heure, tu dis que c'était un séquençage, c'était un processus, le fait de s'intéresser à la confiance, ce que j'aime bien. Et là, tu t'intéresses pas au résultat. Tu t'intéresses à être d'une certaine manière, je veux le dire avec mon vocabulaire, mais la meilleure version de toi-même à chaque round de négo, sans te préoccuper de la conséquence qui sera une conséquence logique, en fait, in fine. In fine, si j'ai été bon, ça sortira. Incroyable. Le gars posera son fusil naturellement parce que voilà. Après, on a des astuces, hein, bien évidemment, pour le faire. On arrive à influencer certaines décisions, etc. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais foncièrement, c'est parce que le type aura compris que c'est dans son intérêt et c'est lui qui se dit ça sert plus à rien. Là. En fait, j'avais pas éclusé toutes les sorties, toutes les solutions. Donc tu le sors de l'impasse. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Sortir la personne de l'impasse dans laquelle elle se trouve. Le gars qui est arc-bouté sur les prix, ah non, il peut pas toucher ses prix, il peut pas, c'est impossible pour lui, il a l'impression d'être pris en otage. Hein. D'accord. Il a pas trop de solution, il peut pas baisser ses prix et on lui dit tu vas perdre le contrat si tu perds tes prix. Ok, mais il faut regarder les choses sous un autre angle. Impérativement, si ce n'est que la question du prix ou que la question de comment l'influencer pour qu'il dépose le fusil, j'ai tout faux. Génial. Donc, écoute, respect. Et l'empathie. Et l'empathie parce que l'empathie, je crois que foncièrement, dans les grands négociateurs, il y a un profond capital d'empathie. Complètement d'accord. Si on n'est pas empathique, ça se sent. Alors, est-ce que tu peux nous donner la dire sincèrement. Pardon, je fais vraiment la différence entre empathie et le fait d'être victime de ses sentiments, de ses émotions. Hein. L'empathique, en fait, est capable de comprendre ce qu'il en est en face, mais bien sûr, il va contrôler tout ça. Si jamais je veux être dans l'émotion, etc., je peux me laisser aller à l'émotion, mais à condition que je me dise, mec, tu joues quand même volontairement la partie de l'émotion parce qu'elle va être utile dans le tableau à ce moment-là. Et je la joue sincèrement dans ce cas-là. Mais c'est une partie qui est une partie du déroulement de mon plan. Mais par contre, je suis sincère. Au moment où je la vis, je suis hyper sincère. C'est-à-dire que tu t'intéresses profondément à l'autre, mais tu gardes ta lucidité pour pas basculer sur de la sympathie et pour pas éprouver la cause de l'autre sans distanciation. Je crois que poussé à l'extrême, d'ailleurs, c'est le syndrome de Stockholm. Si tu peux nous donner quelques mots sur ce syndrome. Le syndrome de Stockholm, 1974, Olson, qui est un beau garçon, se fait enfermer parce qu'il braque le crédit suédois. Il se fait enfermer dans l'agence parce que la police arrive. Il a plein d'otages, il les sort, il garde 4 personnes avec lui, 3 femmes et un homme. Et pendant 4 jours que vont durer les négociations, il n'y a pas de négociateur professionnel à cette époque-là. Donc c'est la police, puis c'est le maire de la ville qui est en pleine période de réélection municipale, qui pense que, c'est souvent le cas, l'auto-expertise, à partir du moment où on demande aux gens, est-ce que tu es bon en négociation? Le frigo, il faut que parler. J'ai obtenu 2%, quoi. Tu vois? Voilà, tout le monde se croit un super négociateur, faisant fi, bien évidemment, de
tout ce que sont les ruses commerciales pour nous entraîner à acheter. Donc, l'auto-expertise est un domaine terrible, et donc là, le maire est complètement dans l'auto-expertise. Olson exige qu'Olofsson, un complice à lui, vienne pour servir les négociations. Olofsson se retrouve enfermé dedans, il se retrouve à 2 preneurs d'otages, etc. Vraiment, c'est une cacophonie pas possible. Et une des femmes tombe totalement amoureuse, en fait, d'Olson, qui est un beau garçon, qui lui explique en long, en large, en travers que, bien sûr, il ne la tuera jamais, et qu'il vole les riches pour donner aux pauvres, etc. Et donc, il est le chevalier blanc de service, voilà. Et donc, elle croit totalement en ça. Et lorsque la police, au bout de 4 jours, donne l'assaut, eh bien, je te la fais courte, hein, bien évidemment. Elle va protéger Olson de son corps, elle va l'amener elle va lui payer un avocat en prison, et puis elle va le demander en mariage ensuite. Et là, donc il y a un psychiatre qui s'appelle Hochberg qui dit mais là il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire. Il y a un truc là qui est pas tout à fait net. Donc il va se mettre dessus et il identifie en fait 3 paramètres sur le syndrome de Stockholm. Une antipathie, une sympathie de l'otage vis-à-vis de son preneur d'otage. Et là, à ce moment-là, on comprend bien que l'otage cherche un père de substitution, quelqu'un qui va le protéger au fond. Donc s'il est sympa avec le père de substitution, ça sera sympa avec lui. Et en effet, c'est ce qui se passe en réciprocité. Il y a un phénomène de sympathie également du preneur d'otage vis-à-vis de l'otage. Ce qui est tout à fait logique, puisqu'au bout d'un moment, il ne se voit plus la possibilité ou le courage ou la légitimité de pouvoir tuer son otage. Et au final, 3e élément, comme il faut donner du sens à tout ça, on cherche un ennemi commun, et l'ennemi commun, c'est la police ou les autorités. Et donc, on a ces 3 paramètres qui font le syndrome de Stockholm, voilà, Génial. que nous mettions toujours en œuvre quand on le pouvait au RAID ou au GIG. Respect, écoute, empathie. Donc ça, c'est vraiment cette notion de bienveillance, d'humilité, peut-être, c'est la bienveillance envers l'autre. Ouais. Le I, c'est pour intégrité, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'honnêteté, c'est au-delà de l'honnêteté, c'est bannir tout ce qui est la facilité, tu vois, le sophisme, la rhétorique, etc. Voilà, toutes ces choses-là là, qui, on sait très bien que c'est faux, mais on les utilise volontairement pour tromper. Les gens sont pas idiots, ils se rendent compte de ce qu'il en est, au bout d'un moment, ils voient qu'ils ont été abusés. Et là, à ce moment-là, le ressentiment est le sparadrap sur le nez du capitaine Haddock. Ce ressentiment ne sort plus. On n'arrive plus à se le défaire. Tu vois, tu l'as enlevé de la figure, mais il est encore sur les godasses, etc. Donc ce ressentiment est vraiment un gâchis total. C'est pour ça que les négociateurs doivent pas mentir. C'est un tort. On peut faire accepter plein de choses. Il faut juste y mettre le temps, souvent, hein. D'accord. Et puis le dernier, c'est la capacité. La capacité, c'est je suis la meilleure personne pour régler le problème parce que je connais bien le sujet. Je suis celui qui est le plus légitime parce que j'ai le mandat, ou je suis le plus légitime parce que j'ai l'expérience, ou tout simplement parce que je suis passionné de ce genre de choses et j'ai envie de vous aider, etc. La capacité. Capacité à solutionner le problème de l'autre indirectement. Ouais. C'est ouais, regarde, si tu as un gars que tu aimes beaucoup, là t'as un problème avec ta voiture, tu es tombé en panne, et t'as un super pote en qui t'as vachement confiance, etc. Qui te dit ah bah bouge pas, je viens, ok. Et puis il ouvre le capot, il te demande d'ouvrir le capot. Alors tu ouvres le capot et il regarde dedans, il a l'air totalement perdu, et tu lui dis mais tu as une idée de ce que ça peut être le problème? Il dit non, j'en sais strictement rien, je connais rien en mécanique. Non, je suis désolé. Capacité, 0. Ouais, en fait, c'est l'expertise sur ton secteur d'activité. Et on a tous sur nos secteurs d'activité une expertise qui est différente. Ouais. Effectivement, c'est plus simple. Regarde le mal qui a été fait, Julien. Regarde le mal qui a été fait avec le Covid. Je pense exactement ça. Et des scientifiques des 2 bords. Professeurs de médecine, chefs de service, tu vois, d'infectiologie, qui se renvoyaient des thèses totalement inverses. Complètement. Ouais, complètement. Quel mal. Alors, le mal, pour moi, c'est surtout les gens qui ont aucune expérience ni scientifique ni en médecine et qui donnent leur avis sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas et qui se font, en étant positionnés en tant qu'autorité ou sachant, ça biaise cette notion d'expertise.
Ah ouais, ouais. Alors, quand ils sont positionnés en tant que sachants alors qu'ils ne le sont pas, c'est désastreux, bien évidemment. Mais quand on s'aperçoit que c'est pas leur domaine, ils sont journalistes ou ils sont économistes et ils vont parler de santé, etc. Bon, là, on peut se dire, bon, il ferait mieux d'aller s'occuper de ses affaires, tu vois. Mais bon, voilà. Ah, C'est comme quand on va commenter à la télé des prises d'otages, puis sur le plateau, t'as un mec à côté là qui a jamais tenu un calibre, tu vois, et qui a fait que des études universitaires. Et là, t'as envie de lui dire, bah, ouais. tu ferais bien d'écouter plutôt que d'essayer de parler. C'est ce que je disais en introduction, il y a ceux qui imaginent et il y a ceux qui s'en souviennent. Et pour le coup, c'est toujours plus simple pour certains d'imaginer, de s'inventer des vies. Je suis entièrement d'accord. Surtout sur cette notion d'expertise. J'ai un sujet pour moi, qui a fait écho, parce qu'en plus, il est antinomique avec le monde de l'entreprise. C'est que dans le monde de l'entreprise, on met beaucoup de pression aux commerciaux, aux fonctions commerciales pour que ça close rapidement sur les objectifs de quarter, de semestre ou d'année. Alors que ce que j'ai entendu sur ce que tu as dit, c'est que la confiance, parce que c'est un construit relationnel, ça prend du temps, ne pas aller trop vite, ne pas brûler des étapes et surtout, comme le primo-intervenant, ne pas faire l'erreur de, alors pour l'entreprise, quand est-ce que vous signez, mais pour le forcené, quand est-ce que vous sortez, alors que tu n'as rien construit. Il faut du temps pour créer cette dynamique de confiance. Tu te rends compte qu'il y a encore des gens qui apprennent par cœur des formules pour les régurgiter à des clients, des commerciaux qui régurgitent des formules à des clients. On leur a dit, il faut commencer par ça, tu parles de tel truc, puis ensuite tu vas là-dessus, tu racontes une petite histoire perso, puis ensuite tu fais ci, tu fais ça. Mais où est-ce que l'on voit ça, que Monsieur X a les mêmes préoccupations que Monsieur Y? C'est-à-dire qu'il y aura la même approche, la même manière de lui parler, etc. Mais ce sont des fautes commerciales, ce sont des fautes techniques qui sont énormes. Les gens ne comprennent pas en fait ce que c'est que la négociation. La négociation, c'est vraiment une adaptation à l'autre. Tout à fait. C'est cette capacité d'adaptation à l'autre. C'est pas à convaincre. On s'en fout de convaincre. Parce que si jamais je convainc mon voisin d'acheter ma bagnole et que il va ensuite voir un garagiste qui dit mais non, vous n'avez pas acheté cette voiture, vous savez pas comment elle a été traitée, comment elle a été entretenue. Venez chez nous, il y a des occasions or, c'est du sûr. Pendant 2 ans, on prend tout en charge. Et le garage aura convaincu le gars, en fait, de l'inverse de ce que j'ai réussi à convaincre, moi, de mon côté. Donc, où est la force de la conviction là-dedans? Aucune. Aucune. Par contre, si je dis à mon gars, t'as rêvé de quoi? Et qu'il me dit, bah tu vois, j'ai toujours rêvé d'avoir, je dis n'importe quoi, une Vectra, ok, de tel modèle, Opel de tel modèle, etc. Pourquoi? Parce que j'avais mon voisin quand je le voyais débarquer avec sa Vectra, voilà. Et donc, ok, et que je lui dis, bah tu sais pas, j'en ai une dans mon garage. Si tu veux, j'ai 3 bagnoles de collection là, et il y a une Vectra qui est super bien entretenue. Tu veux la voir? Liberté. Tu vas la voir? Ouais, je veux la voir. Et qu'il tombe amoureux, la couleur, ok, et puis la comparaison avec les autres voitures, etc. Il s'est persuadé. Ouais, ça. Et là, je dis bon courage au vendeur de la concession pour lui vendre autre chose. Ouais, c'est un cheminement interne. Parce que le gars se l'est approprié. C'est un cheminement interne. Si je comprends ce que tu dis, c'est que toi, je prends l'exemple de ton ancien métier, à aucun moment tu vas essayer de convaincre le forcené de sortir. Par contre, c'est un cheminement interne qu'il va faire lui-même et il va comprendre que c'est la meilleure option qui s'impose à lui que de sortir. Et s'il sort, c'est parce qu'il en a envie. C'est qu'il est le seul à se mettre en action à ce moment-là. Ouais. Et en plus, il faut que l'on ait le respect de pas montrer qu'on a compris qu'il cédait. Tu vois? Il faut presque l'accompagner, en fait, sur les bonnes raisons d'avoir cédé. Il faut qu'il ait la tête haute au moment où il va sortir. C'est ça? C'est génial, ça. Ouais. Le respect de l'ego. Un mec que tu essores sur un contrat, un gars que tu essores sur un contrat, tu peux pas fanfaronner. Ah non. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, si tu le fais, c'est une énorme erreur. Parce que la personne, elle trouvera le moyen de te le faire payer à un moment ou à un autre. Ah, complètement. L'humiliation du moment sera terrible. Et c'est en ça, tu vois, ça fait la boucle avec ce qu'on disait au tout départ, sur les gens qui gâchent, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus la lucidité de se rendre compte que tu continues à faire des choses pour eux, par gentillesse, mais pas parce que tu es faible.
Oui, c'est un vrai choix en fait. La confiance, de ce que j'entends, c'est presque un choix stratégique qui permet de la simplicité, de la fluidité et de gagner du temps dans un collectif. Alors dans un collectif comme tu as pu vivre avant au sein du RAID, bah, c'est le levier qui permet la performance, mais c'est un choix. Ça reste avant tout un choix. Génial. Yes, sir. J'ai l'habitude de finir parce que ça fait déjà un peu de temps, quoi. Enfin, ça passe très vite. Ça fait déjà 1 heure. Et ouais. J'ai l'habitude de finir avec une question. Ça passe vite. Toujours la même, Ouais. Christophe. C'est si le Christophe d'aujourd'hui devait rencontrer le Christophe quand il avait 20 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais? Crois en ta chance. Et confiance en ta Tu as la chance. bonne étoile, tu as une bonne étoile, crois en ta chance. Si les choses n'arrivent pas, c'est qu'elles ne devaient pas arriver. Ok. Sois confiant. Donc ça reste encore une notion de Et suis confiance. ton intuition. Génial. Ouais. Vraiment passionnant. Voilà, monsieur. Un très 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 grand merci pour ton temps, Christophe, pour ton éclairage sur la confiance. Vraiment, moi, cette notion de bienveillance, d'intégrité, capacité, c'est simple à retenir. C'est quelque chose qu'on peut utiliser au quotidien dans notre sphère familiale, personnelle, professionnelle. Et je pense que c'est totalement ce que tu as dit, c'est que on est responsable du cadre qu'on instaure dans l'interaction qu'on a à l'autre. Et si on met les conditions pour que ça soit plus agréable, on s'autorise in fine peut-être plus de performance. On peut avoir un accord malgré le fait de la méfiance ou de la défiance, mais il sera jamais aussi optimal que créer les conditions de la confiance. Et le but de la négo, c'est pas d'avoir un accord, c'est d'avoir le meilleur accord possible pour soi, tout en maintenant la relation à l'autre. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important. Et tu l'as dit avec beaucoup de simplicité et c'était génial. Merci à toi, Julien. Je suis très content d'avoir fait ce podcast avec toi. Tu es un super négociateur, donc merci de ton invitation. Un très très grand merci. Merci à tous et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Pour parler, le podcast de la négociation. Merci.